Bonjour à tous. Merci pour votre présence à cette présentation de notre chiffre d'affaires du premier semestre 2023. Il y a 3 personnes aujourd'hui qui vont faire cette présentation. Franck Guéraud, le directeur général d'Arcure, Jean-Gabriel Pointeau, membre du directoire, et moi-même, Patrick Mansuy, président du directoire. Bonjour. Bonjour à tous, on va commencer la présentation. Donc vos interlocuteurs, comme l'a dit Patrick, les 3 membres actuels du directoire d'Arcure. On commence parce qu'il y a des participants à cette conférence qui découvrent la société par un survol de l'activité et donc une présentation d'un petit peu des grandes tendances de la société. Donc, on a créé la société en 2009. Arcure est un pionnier dans l'intelligence artificielle pour l'industrie depuis 2009. Et nous allons voir un petit peu plus loin en quoi cela consiste pour nous. Arcure est un groupe international présent dans une trentaine de pays et qui réalisait en 2022 73% de ses ventes à l'export, en dehors de la France. Le chiffre d'affaires de l'année 2022 s'établissait à 13 millions d'euros. On va voir qu'au premier semestre 2023, c'était 8,1 millions d'euros, donc en croissance très significative par rapport à 2022. On a une croissance annuelle moyenne de 17% depuis entre 2017 et 2022. Mais plus récemment, on observe plutôt des taux de croissance de 25%. On y reviendra également. Cela correspond à une accélération sur notre marché qui est celui de la détection de piétons. L'équipe Arcure sont 70 collaborateurs dans plusieurs pays, bien entendu. On a un modèle industriel voilà, qui consiste à sous-traiter la fabrication. On essaie d'être vraiment indépendant des contraintes du matériel, et ça, on y reviendra parce que ça fait partie aussi de nos évolutions stratégiques. Voilà, une propriété intellectuelle qui est protégée par plusieurs brevets. Et puis, donc, notre présence à l'international, nous y reviendrons. Elle est soit directe avec des bureaux commerciaux, des filiales, soit au travers de partenaires qui nous représentent dans certains pays. Donc, tout d'abord, une présentation de notre activité dans son ensemble. La vision stratégique que nous avons de notre marché, tout d'abord. Donc, c'est une analyse que nous mettons à jour régulièrement. Nous avons, nous, en tête que l'intelligence artificielle peut améliorer la productivité de tous les groupes industriels et améliorer à la fois la qualité de vie, la sécurité au travail pour leurs collaborateurs. Donc, dans ce cadre, nous mettons en œuvre notre technologie d'intelligence artificielle pour améliorer la sécurité, pour permettre à nos clients, qui sont les grands industriels, d'accroître la productivité au travail pour leurs équipes et pour leurs opérations de façon générale. Et nous avons, pour la dernière génération de notre produit en particulier, diminué de façon assez drastique l'empreinte environnementale de nos produits. Donc ça, c'est un effort tout particulier que nous menons depuis plusieurs années. D'ailleurs, nous avons en cours une certification donc, qui va nous permettre on va dire, d'officialiser le fait que nous avons maîtrisé nos impacts environnementaux et la trajectoire dans le temps de ces impacts environnementaux. Donc notre ambition, c'est de devenir l'acteur de référence pour l'autonomie et pour la digitalisation des véhicules industriels. Donc on va voir que ce sont deux tendances. Et donc l'intelligence artificielle telle que nous la portons sera une des fondations de cette transformation des véhicules industriels et de cette digitalisation des véhicules industriels. Donc, les atouts de la société, et nous allons par la suite décrire quels sont nos produits.
nous nous appuyons sur plusieurs piliers technologiques. Donc l'intelligence artificielle, comme on en a parlé, pour nous, ça se caractérise notamment par des algorithmes. Ça se caractérise par une base de données propriétaire unique. Donc, comme vous le savez peut-être, l'intelligence artificielle a besoin de bases de données massives pour obtenir une certaine performance dans un cadre donné. Dans notre cas, nous allons voir que l'intelligence artificielle, elle nous permet de faire du traitement d'images et de détecter notamment les personnes sur les images. Et pour avoir un taux de détection très fort et un taux de fausse alarme très faible, et bien pour cela, il faut non seulement les meilleurs algorithmes, mais il faut une base de données qui soit diverse, qui soit de taille très importante. Et donc ça, c'est un des atouts de la société. On a une base de données dont on est propriétaire, qui s'est constituée au fil des années avec notre parc installé de machines et qui nous permet d'avoir une position unique au monde sur ce marché. La vision, donc ensuite, qui est le pilier de nos capteurs, vision 3D, vision 2D, ça dépend des catégories de produits. Vous voyez sur la gauche de l'image ici les deux versions de notre produit Blackster, l'une avec deux yeux qui permet de faire de la 3D et l'une avec un seul œil qui permet de détecter et identifier les piétons et les objets en 2D avec donc une seule image. Et enfin, la connectivity, on parle ici d'IoT. Donc désormais, les produits que nous vendons sous la marque Blackster Origin sont tous connectés au réseau, ce qui permet non seulement d'accroître cette base de données dont nous parlions, mais d'offrir à nos clients tout un tas de services cloud donc qui vont, dans notre futur, représenter une partie assez importante de nos revenus récurrents. Voilà. Donc nous sommes un acteur clé pour fournir aux fabricants de ces machines industrielles des capteurs intelligents qui permettent d'accroître l'autonomie et donc d'accompagner la digitalisation des machines. Ce marché, dans le compartiment de la protection des piétons en périphérie des engins industriels, nous l'estimons aujourd'hui à 2 millions d'engins neufs à équiper chaque année. Alors concrètement, la gamme de produits aujourd'hui, ce sont notamment ces deux produits qui sont sur la gauche, Blackster Origin, Blackster 3, qui sont des caméras intelligentes qui permettent de détecter les piétons autour des machines industrielles. Par machine industrielle, on entend les chariots élévateurs majoritairement, mais également les engins de construction que l'on peut avoir soit sur des chantiers de construction, soit dans des centres de recyclage, par exemple. Donc, nous équipons un petit peu toutes les machines industrielles qui interviennent dans un contexte industriel en dehors de la route. Voilà, notre spécialité, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le off-road. Donc, nous avons deux gammes de produits, Blackster et Blackster 3, Blackster Origin, donc qui sont arrivés sur le marché en séquence, espacée de plusieurs années. Le Blackster 3 est un best-seller qui s'est vendu à plus de 15 000 unités et désormais le Blackster Origin est majoritaire dans notre mix de vente avec donc les caractéristiques dont nous venons de parler. La nouveauté, c'est la fonction Connect, donc, qui était déjà disponible sur Blackster 3 et qui est désormais de base sur Blackster Origin. Donc, tous les Blackster Origin qui sont installés aujourd'hui sont connectés via la 4G. Et ça, cela permet à nos clients d'accéder à leur flotte de Blackster et à tout un tas de services de gestion de flotte en temps réel au travers d'un portail web. Donc, ça permet à la fois la gestion de flotte, la cartographie, et puis ensuite, cela permet d'anticiper sur l'accidentologie. Avec Blackster, on permet d'éviter les accidents. Avec Blackster Connect et nos solutions cloud, on permet d'être proactif, c'est-à-dire on permet d'améliorer les processus de sécurité, les circulations sur les sites et de faire de la prévention et de la formation pour anticiper et réduire les risques d'accident avant même d'avoir besoin de les éviter au travers d'une solution comme le Blackster. Donc les statistiques qui ont été observées, c'est une division par 3 du risque d'accident lorsqu'on est capable d'utiliser notre solution Connect pour anticiper sur les risques. Donc, au-delà de cette gamme de produits actuels, qui est donc la source de l'intégralité de nos revenus,
nous allons accroître notre portefeuille produit et donc nous lançons des options dès à présent, dès l'année 2023, avec donc notamment des options qui ont déjà été annoncées, la détection humaine et la détection donc d'objets désormais avec voilà une fonction QR code. Donc ça permet d'accroître les fonctionnalités sans avoir à changer du tout le hardware sur les machines. Donc les clients ont la capacité désormais d'acheter ça en tant qu'option directement sans que nous ayons besoin de nous déplacer sur la machine et ils peuvent donc avoir des fonctionnalités de détection supplémentaires. La deuxième fonction qui a été annoncée, c'est le zoning. Donc, on est capable de localiser le véhicule dans son usine sur certaines zones un petit peu à risque et d'appliquer une réduction de vitesse dans ces zones. Donc, ce sont des fonctions classiques qui, jusqu'ici, nécessitent une infrastructure radio assez complexe dans les usines pour identifier où sont les machines. Avec Blackster, il n'y a pas besoin de changer la machine, il y a simplement besoin de poser quelques signes dans l'usine qui permettent d'identifier une zone à risque dans laquelle il faut réduire la vitesse. Et il est possible ensuite d'interagir avec la machine pour appliquer la réduction de vitesse sur la base d'une détection avec le Blackster, donc le même capteur qui permet de faire de la détection de piétons. Donc, ces options logicielles additionnelles vont être proposées progressivement à notre catalogue pour améliorer le niveau de service auprès de nos clients et accroître le revenu moyen par client que nous pouvons proposer. Voilà, je vais passer la parole à Patrick maintenant, qui va commenter les résultats semestriels qui ont été publiés ce matin au travers d'un communiqué de presse. Et bien entendu, à la fin de la séance, il y aura une séquence de questions-réponses où vous pourrez poser des questions, y compris sur la première partie de la présentation. Alors là, le premier semestre de cette année a été très, très riche, a connu une activité, un niveau d'activité très élevé dans la lignée et suivant la tendance qui s'était dégagée déjà en 2022. Alors quelques faits marquants d'abord que nous avons annoncés par des communiqués de presse au long du semestre passé. Nous pouvons signaler déjà la signature de 2 contrats majeurs avec des grands groupes industriels. On ne peut pas donner le nom puisque en fait ils ne souhaitent pas que nous communiquions sur leur nom, mais cela étant, il s'agit de grands groupes multinationaux dont les entités se trouvent un peu partout donc sur la planète et qui représentent chacun des potentiels supérieurs, très supérieurs à 500 Blackster et qui seront et dont les machines seront équipées progressivement cette année en grande partie et l'année prochaine. Également, un point important pour marquer je dirais le fait que nous soyons une référence dans notre écosystème, eh bien, c'est que nous avons intégré un réseau allemand donc qui compte dans tout ce qui est machines de construction, donc qui est le réseau sécurité des machines de construction. Donc c'est un réseau qui regroupe un ensemble de fabricants de machines et d'équipements et qui est un lieu de travail et d'échange commun entre tous ces acteurs et qui fait figure de référence dans le domaine. Enfin, troisième fait marquant à signaler, Franck en a déjà parlé, a déjà décrit un peu ce qu'il contient, c'est le lancement de ces 2 nouvelles fonctions pour le Blackster Origin. Comme Franck l'a expliqué, le Blackster Origin est donc la nouvelle version du Blackster, qui est une version évolutive, qui a été conçue dès le départ pour accepter progressivement différentes options supplémentaires. Et donc, nous avons annoncé donc, ces 2 nouvelles fonctions que Franck a décrites,
ne pas revenir dessus, et que les propriétaires de Blackster Origin peuvent simplement télécharger donc sur leur Blackster Origin. Voilà. Et donc, ces nouvelles fonctions, c'est le début d'un déploiement progressif, donc d'un certain nombre de fonctions logicielles que nous allons rendre disponibles petit à petit sur les mois et les semestres qui viennent, donc pour ajouter de la valeur au produit. Sur le premier semestre, donc, nous avons connu, donc, comme je disais, une activité commerciale très importante qui s'est traduite par une croissance significative de notre chiffre d'affaires pour atteindre 8,1 millions d'euros sur le semestre, donc en croissance de 56% par rapport au premier semestre 2022. Alors cette croissance est très importante. Cela dit, pour ceux qui nous suivent depuis le début, et même pour les autres, sur le premier semestre 2022, nous n'avions pas pu à l'époque livrer l'ensemble des produits qui nous avaient été commandés, puisqu'à l'époque, si vous vous rappelez, eh bien, nous connaissions une pénurie de composants qui affectait toute l'industrie. Et donc, cette pénurie avait entraîné des retards de livraison. Donc, en réalité, le premier semestre 2022 aurait dû générer un chiffre d'affaires légèrement plus élevé que celui-ci, que les 5 millions. Cela étant, même si on se ramène à la moyenne, en fait, semestrielle du chiffre d'affaires 2022, où on a fait 13 millions, on serait tout de même sur une croissance de l'ordre de 25%, donc de semestre à semestre. Bref, tout aussi pour dire que nous avons connu donc une croissance très significative du chiffre d'affaires qui traduit bien donc la dynamique et la tendance de fond sur le marché de la détection de piétons en particulier. Alors, simplement sur la répartition géographique, quelques mots. Voilà, merci. L'essentiel donc de notre chiffre d'affaires se fait à l'export, puisque 19% du chiffre d'affaires est réalisé en France. La plus grande partie est réalisée en Europe et en particulier Allemagne, Autriche, mais aussi Espagne et Grande-Bretagne qui ont nettement cru sur ce semestre. Également, la croissance de l'activité aux États-Unis et globalement sur le continent nord-américain a été extrêmement marquée, donc toujours dans la lignée de ce qu'on avait constaté l'année dernière. Et enfin, on note que l'activité reprend un petit peu également en Asie-Pacifique, sur la zone Asie-Pacifique, mais il est vrai que nous portons notre effort, quasiment exclusivement sur l'Europe et le continent nord-américain. La répartition par canaux de distribution est un petit peu similaire à ce qu'on avait connu les années précédentes. La grande majorité des ventes se fait via les distributeurs de machines et via nos distributeurs locaux. Mais essentiellement, voilà, c'est les distributeurs de machines qui vendent, en fait, avec leurs machines, qui vendent le Blackster. Donc, ça représente 65% du chiffre d'affaires. Cela étant, nous continuons à vendre donc aux utilisateurs finaux, que ce soit des grands groupes industriels ou surtout pour des groupes de TP. En fait, les ventes aux utilisateurs finaux se prennent essentiellement aux groupes de TP dans le cadre de grands projets, voilà, comme ceux dans lesquels nous sommes impliqués. Et puis, la part des constructeurs, des OEM, reste importante et reste soutenue à 17% du chiffre d'affaires, en particulier avec Liebherr.
dont les ventes croissent régulièrement. Je vais maintenant échanger avec vous des éléments sur la feuille de route stratégique à venir. Donc, avant tout, les axes de développement court terme dans la continuité de ce que nous avons fait ces dernières années pour cette partie-là. Donc, on est toujours sur l'objectif de générer de nouveaux revenus à partir de l'expansion commerciale, comme vous avez pu le voir déjà au premier semestre. Et comme ont pu l'évoquer Franck et Patrick, sur l'accroissement des revenus par client en proposant et en ajoutant de nouvelles fonctionnalités et en proposant aux clients pour augmenter les ventes par client et par chariot. Nous sommes toujours sur la dynamique de croissance annoncée en 2021, avec une tendance actuelle globale de l'ordre de 25% sur les dernières années, et on maintient l'objectif de chiffre d'affaires de 20 millions d'euros en 2024. Et le premier semestre s'inscrit dans cette lignée-là. Donc, on souhaite partager avec vous la vision de notre marché. On est sur un marché qui évolue extrêmement rapidement en ce moment. Et donc, c'est pour ça que c'est le moment de partager avec vous cette vision. Qu'est-ce qu'on constate sur notre écosystème? C'est une évolution assez rapide du matériel développé pour l'intelligence artificielle embarquée actuellement. De plus en plus d'acteurs sont en train de mettre au point des calculateurs embarqués adaptés à l'intelligence artificielle. C'est une tendance qui est nouvelle pour notre secteur d'activité. Le deuxième point est qu'on constate également une généralisation et une appétence de plus en plus forte des constructeurs, des OEM, pour développer les fonctionnalités d'intelligence artificielle et d'assistance à la conduite sur le marché qu'on appelle du off-road. Donc, c'est une tendance qui était connue dans l'automobile, mais qui tardait à venir sur le marché des chariots et des engins de construction. La tendance est là, et ce qui en justifie, c'est, comme on l'a évoqué dans un communiqué de presse au premier semestre, la multiplication des échanges que nous pouvons avoir avec des acteurs clés de cette industrie. Et enfin, la digitalisation générale et le développement de l'IoT qui permettent, et c'est aussi un souhait de tous les clients, de renforcer la digitalisation des chariots élévateurs, notamment pour améliorer la productivité et la sécurité. Donc, fort de ces trois évolutions actuelles sur notre marché, c'est pour nous l'occasion de nous recentrer sur nos compétences clés, qui sont l'intelligence artificielle embarquée, le logiciel et le système. Historiquement, on ne trouvait pas de solutions matérielles suffisamment robustes pour pouvoir les embarquer sur des engins. Donc, on était contraint de développer tout notre matériel nous-mêmes pendant pas mal d'années. Et maintenant, la vision qu'on a du marché, c'est qu'on va pouvoir se concentrer sur véritablement nos métiers cœurs, qui sont le système, le logiciel et l'intelligence artificielle, pour apporter davantage de fonctionnalités aux clients et donc accélérer les fonctionnalités qui apportent de la valeur aux clients et laisser, je dirais, les acteurs du matériel expérimentés proposer des solutions qui conviennent à notre environnement. Et donc, on peut passer au transparent suivant, s'il te plaît, Franck. Ouais. Et donc, en fait, ce qu'on souhaite partager avec vous aujourd'hui, donc c'est une transition actuelle de notre stratégie. Donc, on part d'une offre de produits de détection de piétons, donc un système complet où on fabriquait notre propre matériel, où on était concentré sur une fonctionnalité, vers une offre fonctionnelle et logicielle plus élargie, sur une plateforme agnostique, c'est-à-dire devenir plus indépendant du matériel pour pouvoir profiter des améliorations matérielles qui sont extrêmement rapides en ce moment. Donc l'objet, c'est d'avoir un logiciel et de pouvoir le porter d'une plateforme à une autre.
Et cela pour deux raisons. Donc déjà, d'une part, comme je viens de l'évoquer, profiter de l'accélération des innovations sur ce secteur-là. Et d'autre part aussi, pour pouvoir s'adapter aux besoins des constructeurs. Dans tous les échanges qu'on a aujourd'hui avec des constructeurs, chacun a des besoins différents. Un grand nombre de constructeurs décident d'utiliser leur propre matériel et sont plutôt intéressés par de la licence logicielle et recherchent des partenaires pour réaliser des briques logicielles très spécifiques parce que le marché de l'intelligence artificielle évolue extrêmement vite en ce moment. Et donc même les grands constructeurs ont pour eux le défi de suivre, d'être à la pointe sur tous les sujets en même temps. D'autant que nombreux sont ceux qui ont aussi le défi de l'électrification des engins. Et pour ça, il y a une véritable opportunité de développer des partenariats stratégiques avec les grands constructeurs en leur proposant soit du logiciel, soit quand ils préfèrent une partie hardware, une plateforme hardware avec du logiciel. Voilà. Et donc le développement de ces technologies-là est aussi complètement en adéquation avec le renforcement de notre offre qu'on appelle aftermarket, donc toutes les ventes qu'on fait directement aux clients finaux ou via les concessionnaires et distributeurs d'engins, où là, on va continuer à développer des nouvelles fonctionnalités pour augmenter la valeur qu'on va vendre aux clients. Et ces deux segments vont s'alimenter parce qu'on va développer des nouvelles technologies avec des constructeurs qu'on va pouvoir expérimenter sur le marché directement avec les utilisateurs. Et donc, on a une très forte connaissance de l'utilisateur et de la technologie et on peut faire des allers-retours entre les deux. Voilà. Tout en gardant une très forte agilité sur le développement de ces fonctionnalités. Voilà. Je vais laisser la parole à Patrick. Évidemment, on pourra répondre à vos questions d'éclaircissement nécessaires sur la stratégie. Toi, Franck, la parole. Oui, donc le dernier chapitre de cette présentation relatif à l'organisation. Vous avez vu ce matin donc, que nous avons publié un communiqué de presse, un deuxième communiqué de presse qui était relatif à l'organisation. On a préféré séparer les deux sujets puisque ça ne parle pas du tout de la même chose. Et donc là, maintenant, je vais vous expliquer les évolutions de l'organisation et un petit peu les tenants et aboutissants de ces décisions. Donc, jusqu'ici, et depuis 2012, la structure de gouvernance de la société donc, était avec un conseil de surveillance et un directoire. Cela correspondait au souhait à l'époque, quand nous étions en série A, série B, des fonds de private equity qui avaient rejoint le capital et qui souhaitaient ne pas être partie prenante d'un conseil d'administration, mais plutôt d'un conseil de surveillance. Donc, on avait choisi cette gouvernance-là à l'époque. Avec l'introduction en bourse en 2019, on a vu que petit à petit, les fonds d'investissement historiques souhaitaient quitter le board petit à petit. Et donc, pour nous, c'était l'opportunité d'avoir des administrateurs qui étaient plus des professionnels de notre industrie, qui allaient pouvoir s'impliquer beaucoup plus dans la stratégie. Et donc, le changement de gouvernance qui est proposé au vote de l'Assemblée générale pour le 21 septembre, eh bien, il propose de passer donc à une structure de gouvernance simple à conseil d'administration. Et avec des administrateurs dont certains sont déjà dans le management de la société et puis avec des nouvelles têtes. Donc ce changement-là correspond vraiment au souhait que nous avons d'avoir une gouvernance simplifiée, beaucoup plus efficace et avec des administrateurs qui commencent à avoir vraiment un rôle stratégique, une partie d'entre eux un rôle opérationnel aussi, on va y revenir. Et donc plus vraiment des administrateurs qui sont simplement là pour surveiller et représenter certains blocs de l'actionnariat. Désormais, on a un conseil d'administration, enfin en tout cas si l'Assemblée générale le décide, nous aurons un conseil d'administration qui sera au cœur de la machine stratégique pour piloter la stratégie et la gouvernance de la société.
Donc pour ça, nous proposons une certaine formation pour ce conseil d'administration. C'est amené à évoluer dans le futur, bien entendu. C'est un premier jet, c'est une première proposition de structure. Donc, on retrouve 3 managers actuels de la société au sein du conseil d'administration. Donc, Jean-Gabriel qui est ici présent, Cédric Chassagnol qui est notre directeur technique actuel, qui a rejoint la société il y a plusieurs années et donc qui est un des piliers du management actuel de la société. Et moi-même, donc, qui suis directeur général. Donc, à nous 3, nous formerons non plus ce qui s'appelait avant un directoire, mais un comité exécutif, on va dire, hein, donc la partie du conseil d'administration qui est dans le management quotidien de la société, donc ce qu'on appelle les membres dirigeants du conseil d'administration. Et ensuite, 4 administrateurs qui sont non managers. Donc, Patrick Mansuy, qui est ici présent, donc bien entendu président actuel du directoire, donc qui reste au niveau conseil d'administration pour la prochaine organisation et dont bien entendu l'impact sur la stratégie doit être assez important dans les années qui viennent puisqu'il est fondateur de la société avec moi et qu'il connaît parfaitement à la fois la société, notre marché, les technologies et les contraintes des entreprises comme la nôtre. On a Antoine Moreau, qui est le président actuel du conseil de surveillance, qui reste membre du conseil d'administration. Donc voilà, on a une évolution, mais toujours dans la continuité. On essaie quand même d'avoir des administrateurs qui connaissent bien la société, en l'occurrence qui la connaissent par cœur même, je dirais. Et Antoine est considéré dans cette organisation comme un administrateur indépendant. Et puis 2 nouvelles têtes, donc Éric Lambert, qui est un polytechnicien qui a été dirigeant de plusieurs entreprises industrielles, qui a toute une carrière dans l'industrie, qui nous connaît bien parce qu'il s'intéresse à nous depuis plusieurs années. On est en échange sur pas mal de sujets. Donc, qui va rejoindre le conseil d'administration et notre réflexion stratégique. Et enfin, Simon Morris, qui est un Canadien, un serial entrepreneur, comme on dit, donc une personne qui a un background technologique dans nos domaines de la vision et de l'intelligence artificielle, qui a créé plusieurs sociétés aux États-Unis, en Amérique du Nord, qui les a revendues en l'occurrence, et qui est très très bien connecté au milieu de la tech nord-américaine et au milieu de l'investissement et de l'entrepreneuriat nord-américain. Donc on compte sur lui, bien entendu, pour nous amener cette vision un petit peu start-up nord-américaine et cette connexion avec le milieu de la tech, dont pour le moment, quand même, on doit dire, le centre de gravité se situe encore en Amérique du Nord, même si ça se développe très fort en Chine, et d'ailleurs, nous regardons de près ces tendances-là. Donc voilà l'évolution de gouvernance dont nous voulions vous faire part et qui sera soumise au vote de l'Assemblée générale le 21 septembre. Donc ça n'est pas fait, c'est simplement un projet pour l'instant. Et bien entendu, nous sommes à votre disposition pour répondre aux questions également sur cette proposition de changement de gouvernance. Voilà. Donc, je pense que nous pouvons ouvrir la séquence de questions-réponses. Donc, je vais peut-être laisser Loïs procéder à la gestion des ouvertures-fermetures de micro. Gilbert Ferrand, je vous ai démarré par une première question, si vous le voulez bien. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Oui. Bon, bonjour à tous. Je voulais savoir sur sur le chiffre d'affaires S1, quelle est la part qu'occupe le Blackster Origin? Parce que j'ai compris moi, que sur l'ensemble de 2003, il doit devenir prépondérant, de l'ordre de 60%, je crois, du chiffre d'affaires. Est-ce que c'est déjà le cas ou est-ce qu'on en est sur le S1? Et puis, en termes de production, vos liens de sous-traitance et tout ça, comment ça se passe? Est-ce que, parce que bon, on voit 8,1 millions de chiffre d'affaires sur le S1, on était à 7,8 sur le SE de l'année dernière.
Je veux savoir, votre dispositif aujourd'hui peut répondre à une poursuite de la montée en puissance ou est-ce qu'on est un petit peu, enfin, est-ce qu'on n'est pas saturé encore? Est-ce qu'il y a encore de la marge pour progresser? Alors, je vais peut-être répondre à cette question-là et puis je laisserai Franck répondre à la première question. Concernant la production, non, il n'y a pas vraiment de limitation de capacité. Aujourd'hui, on est à peu près sur des volumes compris entre 300 et 400 systèmes par mois. On a une capacité immédiate à 600 systèmes par mois et à très court terme, on peut doubler cette capacité. D'autant qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout de problème de pénurie de composants comme on a pu connaître dans le passé, hein. Et donc voilà, aujourd'hui, on a vraiment, je dirais, toute la marge nécessaire pour faire face à une augmentation de la demande. D'accord, merci. Sur la partie mix produit, et je vais répondre en tendance parce que il faut jamais surinterpréter les chiffres d'un semestre isolé quand même. Mais en tendance, le Blackster Origin représente désormais 2/3 de nos ventes et il reste 1/3 pour le Blackster 3. Et ça sera la tendance probablement de l'année 2023. Donc c'est conforme à ce que nous avions anticipé. Et donc un commentaire là-dessus, même si on n'a pas publié nos comptes, vous vous rappelez que la marge brute sur le Blackster Origin est nettement supérieure à celle du Blackster 3. Donc ça doit normalement indiquer une tendance de progression de la marge brute au premier semestre 2023. Donc le produit Blackster 3 est toujours au catalogue, est toujours vendu, sera vendu même en 2024 encore, hein. Donc on aura du Blackster 3 en légère décroissance chaque semestre, on va dire, encore jusqu'à sa fin de vie, jusqu'à son retrait. Et le Blackster Origin, bien entendu, qui est d'ores et déjà minoritaire, va avoir ses parts qui vont continuer d'augmenter dans les mois qui viennent. Voilà. J'ai vu Monsieur Blin qui avait une question. Alors, vous devez activer votre micro. Le temps que les gens comprennent le fonctionnement de la plateforme, je peux peut-être poser une autre question si vous le voulez bien. Je voudrais comprendre un peu mieux le rôle que va occuper Patrick Mansuy dans les prochains semestres, parce qu'il aura plus de rôle opérationnel directement dans l'entreprise, il sera plus qu'administrateur simplement. Je comprends pas bien en fait, parce que Patrick, vous êtes jeune encore, donc je pense que l'heure de la retraite n'a pas sonné, donc je voudrais comprendre un petit peu. Non, en effet, Désolé d'être aussi direct, hein, mais l'âge de la retraite n'a pas sonné, surtout qu'il est censé sonner de plus en plus tard, normalement. c'est ça. C'est ça. Mais cela dit, je vais prendre un petit peu de distance avec les fonctions exécutives, c'est-à-dire que j'aurai plus de fonctions exécutives ni de management au quotidien, mais en revanche, je vais continuer à participer au développement d'Arcure en tant que membre du conseil. Donc Gilbert, vous avez bien compris que c'est un changement important, hein. C'est pour ça que nous avons publié un communiqué de presse. Oui, donc le trio de direction de la société change. Donc en gros, Patrick est remplacé par Cédric en termes numériques, on va dire. Et après, en termes de rôle, c'est le conseil d'administration qui devra en décider. Mais bon, voilà, il y aura une rotation naturelle et on cherche, nous, quand même, à maintenir une direction à 3 têtes, toujours. On trouve que c'est quand même très important pour la force de nos décisions et la clarté des débats. Donc on a souhaité que Cédric vienne nous épauler avec Jean-Gabriel parce qu'on a, malgré notre expérience et notre connaissance de la société, on ne prétend pas tous les deux, tout seuls, gérer la société au quotidien. Donc avoir un industriel expérimenté comme Cédric qui nous rejoint, ça nous semblait être une très bonne décision. Et on a, vis-à-vis du départ de Patrick, de la partie managériale,
on est rassuré bien sûr de savoir qu'il est toujours à nos côtés, non seulement en tant qu'actionnaire, mais aussi au board de la société. Et puis une dernière question peut-être pour moi, sur la partie recrutement de commerciaux, parce que je sais que c'est un vrai sujet, que vous avez des difficultés à recruter, notamment je comprenais qu'il vous fallait encore au moins 2 commerciaux de plus aux États-Unis et 2 en Europe. Est-ce que vous arrivez à solutionner ces difficultés de recrutement? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Sur la partie européenne, on a réussi à réaliser nos recrutements. Ils nous ont rejoints il y a assez peu de temps. Et on en a un dernier qui va nous rejoindre en septembre. Sur la partie américaine, le défi est un peu plus fort, mais les choses sont en train de se mettre en place. Voilà, on n'a pas encore intégré les personnes, mais on a des bonnes pistes. Donc c'est difficile, mais voilà. Pour l'instant, c'est en train de bonnes raisons d'être optimiste. D'accord. Une partie du chemin. Voilà. Très bien, merci. Oui, allez-y. Oui. Bonjour Antoine Curchot, La Française. J'avais une petite question sur un peu votre changement stratégique et le développement d'une offre logicielle. Qu'est-ce que, pour avoir un peu plus de détails, est-ce qu'on pourrait avoir une idée des services que vous pourriez proposer sur cette plateforme et sur un peu le nouveau modèle de revenus que vous attendez sur cette offre? Merci. Il n'y aura pas de choc sur le revenu, hein, ça je tiens déjà à le dire, c'est-à-dire que notre modèle actuel, c'est de vendre du matériel qui s'accompagne de logiciels pour l'aftermarket et un petit peu pour les OEM. Ce qu'on observe, c'est que les OEM ont maintenant, et c'est ce que disait Jean-Gabriel, leur plateforme à bord des véhicules, et donc ça c'est du business additionnel pour nous, sur lequel on fournirait de la pure licence logicielle, hein. Ça, c'est donc sur la partie OEM. Et donc là, en termes, on va détailler les services, hein, mais en tout cas, on n'a pas de réduction des ventes par client liées à ça, parce que c'est un nouveau marché qui ne nous est pas accessible. C'est-à-dire celui qui a monté des capteurs et un calculateur sur son nouveau véhicule, il n'a pas l'intention de s'acheter un capteur séparé, du calcul séparé pour la détection de piétons ou la détection d'autres choses. Et donc, nous, on intervient en tant qu'expert de l'IA pour lui fournir la brique logicielle qui permet de faire la surveillance périphérique du véhicule, on va dire, et la navigation intelligente. Ça, c'est sur la partie OEM. Sur la partie aftermarket, le shift qu'on propose, c'est simplement d'essayer d'utiliser plus qu'aujourd'hui du matériel qui est de plus en plus disponible sur étagère, plutôt que de développer notre propre hardware avec les contraintes que cela impose en termes d'investissement, d'immobilisation de capitaux, utiliser du matériel qu'on commence à voir émerger sur le marché avec des puissances de calcul, avec des qualités d'image qui peuvent être suffisantes compte tenu de nos progrès en algorithmie pour offrir, donc cette fois-ci pour l'aftermarket, du matériel accompagné de notre logiciel, mais avec du matériel qui serait moins spécifique à Arcure. Sur les services additionnels, je vais laisser la parole à Jean-Gabriel. Sur les services additionnels, alors on peut voir, enfin il peut y avoir plusieurs approches, hein. L'objectif, hein, je ne souhaite pas spécialement dévoiler les détails de notre roadmap, mais l'idée c'est de rajouter soit des fonctionnalités comme on l'a fait sur le zonage ou la détection de véhicules spécifiques pour le client, soit des capteurs supplémentaires qu'on va brancher au Blackster et qui vont permettre de récupérer des données qu'on va envoyer dans le cloud et qui vont apporter des statistiques supplémentaires au client qui vont lui permettre d'améliorer sa productivité et la sécurité de son site. Voilà. Donc l'objectif, c'est de rajouter, de proposer des fonctionnalités supplémentaires. Donc dans les mois qui viennent, on communiquera publiquement sur des fonctionnalités supplémentaires. Et au fil de l'eau, on va rajouter ces fonctionnalités-là, mais aujourd'hui, pour des raisons par rapport liées à la compétition, je ne souhaite pas
annoncer publiquement le contenu détaillé de cette roadmap. La question là, qui a été posée dans le chat concerne les deux contrats. Donc, les deux contrats dont nous avons parlé au premier semestre concernent des utilisateurs finaux, donc des grands groupes industriels internationaux et non pas des OEM. On a certes des discussions en cours pour établir des partenariats nouveaux avec des OEM, mais ces deux contrats-là sont des contrats avec des utilisateurs finaux pour, oui, un déploiement quasi intégral sur l'exercice 2023, même s'il y aura des choses un petit peu plus loin dans le temps. C'est quasiment que du chiffre d'affaires 2023 et dans beaucoup de pays dans le monde pour ces deux contrats-là. Et ces deux contrats, vous avez commencé à les livrer sur le S1 ou la grosse partie, c'est sur le S2? Il y en a eu sur S1 déjà, oui. La grosse partie. Le gros morceau, c'est S2. Ouais. OK. Donc, on peut estimer que le S2 va être encore plus gros que le S1, de toute façon, en chiffre d'affaires. C'est l'objectif. Parce que, historiquement, Parce que, historiquement, si on enlève les années un petit peu anormales, jusqu'à maintenant, le S1 et le S2 étaient à peu près équivalents. Je me trompe ou pas quand je dis ça? Ça sera pas Oui, le cas cette année, historiquement. en fait. Historiquement, Oui, hors anomalie, historiquement, il n'y a pas vraiment de saisonnalité. Ouais. c'est ça. Mais en revanche, cette année, on peut penser qu'il y aura quand même encore une grosse traction sur le S2, quoi. Alors, on peut partir sur l'hypothèse d'une année nominale. C'est-à-dire quoi, une nominale? Je laisse Patrick, faire. c'est une manière de ne pas répondre. Non, mais comme on le disait tout à l'heure, on n'a pas trop envie de commenter les spécificités d'un semestre par rapport à l'autre parce que les tendances doivent se regarder sur au moins la maille annuelle et donc focaliser sur un semestre, une géographie, c'est toujours un peu surinterpréter les choses. Nous, on communique sur le fait qu'on voit une tendance moyenne ces derniers temps de 25% par an, qu'on est toujours sur cette guidance à 20 millions en 2024. Et là, ça, c'est basé sur des choses solides, c'est des choses qu'on voit, c'est les tendances claires du marché. Après, ça fluctue d'un mois à l'autre, ça fluctue d'un semestre à l'autre, et ça, on n'y échappera jamais. C'est la nature même de notre marché qui veut ça. Et sur la France, pas de souci particulier, parce que bon, c'est vrai qu'on est en baisse de 7%. Sur le S1, mais bon, c'est vrai qu'on avait de bons chiffres l'année dernière. Donc, mais sur le marché français, c'est. Oui, ça illustre exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a là, si on regarde que S1, on voit une baisse sur la France. Nous, il n'y a pas spécialement de signe d'affaiblissement du marché français pour la détection de piétons. Donc c'est conjoncturel, c'est lié à des cycles de négociation qui peuvent être plus longs à certains moments qu'à d'autres. Mais le marché français ne semble pas du tout faiblir, en tout cas dans notre secteur qui est le secteur industriel. Hein. Pas d'alerte de ce côté-là. Hein. Ok. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'arrêter, de clore notre session. Et donc, nous vous remercions pour votre présence. Merci à tous, passez un bon été et nous vous reparlerons à la rentrée après les résultats. Merci. Merci beaucoup.